Ma mère m'a envoyé un texto par accident après que j'ai conduit pendant 4 heures pour la voir, quel clown. Elle est vraiment venue. J'ai attendu le matin de Noël et je lui ai envoyé un lien, en demandant, puisque vous vouliez un petit Noël, avez-vous toujours besoin de cette grande maison? 30 secondes plus tard, mon téléphone a explosé. Ma sœur a souri d'un air suffisant et m'a claqué la porte au nez après que j'ai conduit pendant 4 heures dans un blizzard pour les voir pour Noël. Ma mère m'a envoyé un texto par accident. Quel clown. Elle est vraiment venue. Il pensait que je partirais simplement, vaincu. Au lieu de cela, j'ai passé un appel téléphonique et j'ai mis leur maison en vente. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Les essuie-glaces ne fonctionnaient plus correctement. Ils ne se contentaient pas d'étaler la neige. Ils perdaient le combat, accumulant de minuscules fardeaux de glace à chaque passage jusqu'à ce qu'ils saccadent, gémissent et sautent sur le pare-brise. Je serrais le volant avec une intensité à m'en blanchir les jointures depuis un peu plus de 4 heures, mes épaules endolories par une attention qui rivalisait avec le gémissement du vent à l'extérieur. C'était, selon toute mesure rationnelle, un trajet stupide à entreprendre. L'avis météorologique était passé de vigilance à alerte juste au moment où je m'engageais sur l'autoroute. Mais je m'étais déjà promis que j'allais y arriver. J'avais 46 ans, j'étais associé dans un cabinet d'architecture prospère, et je venais de terminer les 6 mois les plus éreintants de ma carrière, en finalisant un projet complexe de centre communautaire qui m'avait presque brisé. J'étais épuisé jusqu'à la moelle. Ces derniers mois, ma famille, ma mère Georgia et ma sœur Diana, avaient été distantes. Nos appels étaient courts, leurs réponses laconiques. Elles semblaient absorbées par la nouvelle vie de Diana, son nouveau fiancé, et mes tentatives de connexion se heurtaient à des refus polis et vagues. Ce trajet, cette surprise, était mon grand geste. C'était moi, luttant contre ma propre fatigue pour prouver que nous étions toujours une famille, que j'étais toujours leur fille, leur sœur. Le coffre était rempli de cadeaux que j'avais passé des semaines à choisir. Un appareil photo professionnel haut de gamme pour Diana, pour l'aider dans sa carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux, une première édition d'un ensemble de romans classiques pour ma mère, une machine à expresso ridiculement chère pour la cuisine. J'avais acheté ces choses pour gagner les sourires qui, je le sentais, m'avaient manqué. Quand j'ai finalement tourné sur Oakwood Drive, la tempête était à son comble. La route était une suggestion, pas une réalité. Mais la maison, ma maison, était illuminée comme un phare. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaude et dorée. Des couronnes étaient accrochées à chaque fenêtre, celles que j'avais payé un décorateur pour installer la semaine précédente. En me garant dans l'allée, j'ai vu 3 voitures que je ne reconnaissais pas. Une berline de luxe noire et élégante et 2 autres VUS. Tant pis pour leur solitude. J'ai coupé le moteur. Pendant un instant, le silence fut absolu, une épaisse couverture de neige tombante. Je tremblais, non seulement de froid, mais aussi d'une pointe d'anxiété soudaine et aiguë. Quelque chose n'allait pas. Saisissant la plus grande boîte de cadeaux, j'ai peiné dans la neige jusqu'aux genoux sur l'allée, celle que j'avais payé un service pour garder dégagée. Apparemment, il n'avait pas reçu le mémo. J'ai sonné à la porte, mon cœur faisant un étrange et plein d'espoir soubresaut. Je pouvais entendre des rires de l'intérieur. Un rire grave d'homme et le gloussement aigu de ma sœur. La porte s'est ouverte, pas complètement, mais juste une fente. Ma sœur Diana se tenait dans l'entrebâillement. Elle portait une nouvelle robe de soie rouge. Ses cheveux et son maquillage étaient parfaits. Elle était magnifique. « Catherine » dit-elle. Sa voix était neutre. « Diana, joyeux Noël. » J'ai essayé de le claironner, d'injecter la joie que je voulais si désespérément ressentir. Je sais que j'ai un jour d'avance, mais j'ai traversé. Eh bien, tu le vois. Je voulais vous faire la surprise. Elle n'a pas souri. Elle m'a juste regardé, ses yeux balayant mon manteau couvert de neige et la lourde boîte dans mes bras. Puis, le coin de sa bouche s'est étiré en un sourire suffisant, lent et délibéré. « Tu n'as pas entendu » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une pitié mielleuse qui ressemblait plus à de l'acide. « Nous faisons ça en petit comité cette année. » J'ai cligné des yeux, la neige me piquant le visage. « Quoi ? En petit comité, mais je vois d'autres voitures. » J'entends.
Juste nous, dit-elle en me coupant la parole. Le sourire suffisant s'est élargi. Julien, mon fiancé, a pensé qu'il serait préférable que ce soit juste notre noyau familial. Ça a été si stressant. On t'appellera pour la nouvelle année. D'accord? Avant que je puisse formuler un mot, avant même de pouvoir traiter l'expression un noyau familial, elle a poussé la porte pour la fermer. Le clic du pêne dormant se logeant dans la gâche fut plus fort que la tempête. Je suis resté là pendant au moins 1 minute, peut-être plus. J'étais complètement, profondément engourdi. Je pouvais encore entendre les rires à l'intérieur. L'odeur d'ail rôti et de pain s'infiltrait par le cadre de la porte. Ma famille était là-dedans, célébrant Noël sans moi, dans la maison que je leur avais achetée. Personne d'autre n'est venu à la porte, pas ma mère, Georgia. Personne. Mes bras tremblaient, la boîte pesant soudainement 1000 livres. J'ai fait demi-tour. J'ai redescendu le chemin non déneigé, chaque pas un monument à ma propre stupidité. Je suis remonté dans ma voiture, le moteur encore chaud. J'ai posé la boîte de cadeaux sur le siège passager, un compagnon silencieux et moqueur. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste conduit. L'engourdissement était un bouclier. Je n'ai tenu que 20 minutes. Le blizzard était trop dangereux pour naviguer avec le brouillard qui obscurcissait maintenant ma vision. Je me suis garé sur le parking presque vide d'une pharmacie ouverte 24 heures sur 24, un îlot de lumière solitaire. Je devais vérifier l'application météo pour voir si je pouvais même trouver un hôtel. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à déverrouiller mon téléphone. C'est à ce moment-là qu'il s'est allumé. Un nouveau message texte de maman. Mon cœur a fait un bond. Des excuses. Elle l'avait découvert. Elle était horrifiée. Je l'ai ouvert. Le message n'était pas pour moi. Il était clairement destiné à Diana ou peut-être à une conversation de groupe dont je ne faisais pas partie. Il disait, quel clown. Elle est vraiment venue. L'engourdissement ne s'est pas seulement brisé. Il a volé en éclats. Il a été remplacé par quelque chose de si froid et si tranchant que cela m'a coupé le souffle. Une clown. Je venais de risquer ma vie en conduisant 4 heures à travers un blizzard pour apporter des cadeaux aux personnes que j'aimais, qui vivaient dans la maison que je leur fournissais. Et j'étais une clown pour être venue. J'ai regardé le texto, puis la boîte de cadeaux coûteux sur le siège à côté de moi. La porte fermée était un rejet. Le texto de ma mère était la preuve que je n'avais plus de famille. Le seul hôtel dans un rayon de 5 miles qui avait une chambre de libre était une auberge de bord de route stérile et beige. Le réceptionniste m'a regardé avec pitié alors que je m'enregistrais. Une femme seule, couverte de neige, la veille de Noël. La chambre sentait le nettoyant industriel et les vieilles cigarettes. J'ai laissé tomber mes clés sur le bureau en faux bois et je me suis assise sur le bord du couvre-lit en polyester rigide. Les cadeaux que j'avais transportés de la voiture étaient posés sur l'autre lit, un triste monument à ma propre illusion. L'appareil photo, les livres, la machine à expresso que j'avais failli me briser le dos en portant jusqu'à la porte. Tout cela ressemblait à des preuves sur une scène de crime, la scène de ma propre humiliation. J'étais seul la veille de Noël dans un hôtel horrible, mangeant un sac de bretzel rassis du distributeur automatique pour le dîner. L'isolement pathétique du moment était écrasant. J'ai ressenti une vague d'apitoiement sur moi-même si forte qu'elle m'a donné la nausée. J'ai pensé à mon père. Il était mort depuis 15 ans, mais c'était son amour pragmatique et constant qui m'avait inspiré à me lancer dans l'architecture. C'était lui qui m'avait appris à être autonome, à construire des choses qui durent. Il avait aimé cette famille, il serait anéanti de voir ce qu'elle était devenue. Ceci, ce n'était pas juste une rebuffade. Le message texte prouvait que c'était une exclusion coordonnée et malveillante. Ils avaient planifié cela. Ils en avaient discuté. Ils avaient ri de la possibilité que je vienne, puis avaient ri quand je l'ai fait. Ma colère était une chose froide et dure qui s'installait dans mon estomac. J'ai pris mon téléphone. Mon pouce a survolé le contact de ma mère. Je tremblais. Je devais savoir. Je devais l'entendre mentir. Je lui ai envoyé un texto. Je suppose que ce message n'était pas pour moi. La réponse est revenue presque instantanément. Les 3 petits points n'ont même pas eu le temps de danser. Oh, ma chérie. Tu as vu ça? Mon Dieu, c'était une faute de frappe.
Je parlais d'un personnage dans un film de Noël horrible que Diana regardait. Nous nous demandions où tu étais. Pourquoi n'es-tu pas entré? Nous t'avons attendu. Le mensonge était si flagrant, si paresseux, que c'était une insulte profonde. C'était du gaslighting du plus haut niveau. Elle n'essayait même pas de le rendre crédible. Mes doigts ont volé sur l'écran. J'étais là, maman. J'ai sonné. Diana m'a dit que vous faisiez ça en petit comité et m'a claqué la porte au nez. Cette fois, la pause fut plus longue. Je pouvais imaginer la scène. Ma mère, Georgia, regardant son téléphone, les yeux écarquillés. Diana et son fiancé Julien regardant par-dessus son épaule. La conférence chuchotée et frénétique. Qu'est-ce qu'on dit? La réponse fut le clou final. Eh bien, tu aurais vraiment dû appeler avant, ma chérie. C'est juste une journée très chargée. Nous sommes tous très fatigués. Parlons-en après les fêtes. Joyeux Noël. Congédié. Pas seulement rejeté, mais congédié comme une enfant capricieuse. Parlons-en après les fêtes. Après qu'ils aient profité du Noël que son noyau familial voulait dans la maison que j'avais payée. Après qu'ils aient ouvert les autres cadeaux sous le sapin, dont certains étaient probablement aussi achetés avec la généreuse allocation que je virais sur le compte de ma mère chaque mois. Je fixais le texto. Chargé. Fatigué. Les mots résonnaient dans ma tête. Et puis une nouvelle pensée, nette et claire, a transpercé la colère. Ce n'était pas le comportement passif-agressif habituel de ma mère. C'était orchestré. Le langage, noyau familial, la froideur, le front uni. Tout cela sentait l'influence extérieure. Cela sentait l'influence de Julien. Ma sœur Diana était différente depuis qu'elle l'avait rencontré. Elle avait 38 ans, une influenceuse à temps partiel dont la vraie carrière était de vivre de ma générosité. Elle avait toujours été écervelée, mais maintenant elle était froide, calculatrice. Elle avait commencé à utiliser des mots comme valoriser les actifs et flux de revenus passifs. Et ma mère, Georgia, 67 ans et retraitée, buvait ses paroles. Il était apparemment un investisseur en crypto-monnaie, un self-made man qui apprenait à Diana comment être un couple de pouvoir. Un frisson plus froid que le blizzard me parcourut l'échine. Je me suis soudain souvenu d'une conversation d'il y a un mois. Diana avait appelé pour poser des questions sur la maison. Je me demandais juste, Catherine avait-elle demandé de cette nouvelle voix artificielle? Est-ce que la maison est dans une fiducie ou quelque chose comme ça? Julien dit que nous devrions tous protéger nos actifs. Nos actifs? J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus voir leurs mensonges pathétiques et insultants. J'ai pris mon ordinateur portable et ouvert le navigateur. Mon esprit, l'esprit de l'architecte, celui qui voyait les structures et les fondations et les murs porteurs, était soudainement d'une clarté cristalline. Ils avaient sondé les faiblesses. Ils avaient évalué mes actifs. Ils avaient décidé, en tant que noyau familial, que j'étais la variable qu'ils devaient retirer de l'équation. J'ai ouvert le site web de l'évaluateur du comté. J'ai tapé l'adresse de la maison d'Oakwood et là, c'était écrit noir sur blanc. Propriétaire, Catherine Elstone. Un sourire froid et fin a touché mes lèvres. Ils étaient dans ma maison, célébrant leur petit Noël, se moquant de la clown qui était apparue dans une tempête de neige. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié à qui appartenaient les fondations. La chambre d'hôtel beige était une machine à remonter le temps. En fixant l'écran, les années ont commencé à défiler et le poids pur et stupéfiant de mes propres sacrifices s'est abattu sur moi. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de 15 ans de ma vie. Mon père est mort d'une crise cardiaque soudaine quand j'avais 31 ans. Diana n'en avait que 23, encore dans sa phase post-universitaire de recherche de soi. Ma mère, Georgia, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie et s'est complètement effondrée. Nous n'étions pas seulement en deuil, nous étions sans ressources. Mon père, un homme merveilleux mais un piètre planificateur, était endetté jusqu'au cou. La banque allait saisir la maison. J'étais juste une architecte junior à l'époque, gagnant à peine de quoi payer mon propre loyer, mais c'est moi qui ai dû être l'adulte. Je me suis assise à cette même table de cuisine, celle autour de laquelle ils étaient probablement réunis en ce moment même, en riant, et j'ai pris une décision. Je ne laisserai pas la maison de mon père être prise. J'ai vidé mes propres maigres économies.
J'ai encaissé le petit plan 401K que je venais de commencer. J'ai contracté un prêt commercial massif et terrifiant sur mon propre avenir, en utilisant le cabinet naissant que j'essayais de construire comme garantie. J'ai racheté la maison à la banque. Moi, Catherine Stone, je suis devenue l'unique propriétaire. Et les sacrifices ne se sont pas arrêtés là. Pendant la décennie suivante, chaque centime que je gagnais est allé dans cette maison. Le nouveau toit, la cuisine rénovée, l'aménagement paysager. J'ai payé l'hypothèque, j'ai payé les charges, j'ai payé les impôts fonciers. J'ai payé le master de Diana, celui qu'elle n'a jamais utilisé. J'ai payé la voiture de ma mère, son assurance maladie et l'allocation mensuelle qu'elle utilisait pour les courses et les faux frais. Mes 30 ans, la décennie pour construire une vie, ont été passés à construire la leur. Les relations que j'ai essayé d'avoir se sont étiolées, passant toujours au second plan après une urgence familiale. Une canalisation qui éclate. Les dettes de carte de crédit de Diana. L'épuisement nerveux de Georgia. J'ai sauté des vacances. J'ai porté mes manteaux pendant 5 hivers. J'ai conduit une voiture vieille de 10 ans. Tout cela pour qu'elle puisse vivre dans le confort, pour qu'elle puisse avoir la stabilité que la mort de mon père avait menacé de leur enlever. Je ne leur ai pas seulement donné un foyer. Je leur ai donné toute ma jeunesse. Et j'avais été heureuse de le faire. Ou c'est ce que je me disais. Je les aimais. C'était mon devoir. Puis, il y a 3 mois, Julien est arrivé. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois. J'étais descendu pour le 67e anniversaire de Georgia. Il était déjà là, tenant salon dans mon salon, un verre de mon scotch cher à la main. Il avait 41 ans, beau d'une manière qui semblait avoir été assemblée à partir d'un kit. Son costume était trop brillant, sa montre trop grande, son eau de Cologne trop forte. Catherine, l'architecte, la bienfaitrice de la famille, avait-il claironné, me serrant la main avec une poigne agressive de vendeur. Sa profession, comme Diana l'avait fièrement annoncé, était investisseur en crypto-monnaie et gestionnaire de patrimoine. Il bouleversait la finance traditionnelle. Quand moi, une personne qui traite avec des chiffres concrets et des structures physiques, j'ai demandé des détails, il avait agité une main dédaigneuse. Oh, tout est sur la blockchain, Catherine. Très complexe. C'est une question de vision, pas seulement de chiffres. Pas pour tout le monde. Ses yeux avaient parcouru la pièce, non pas avec appréciation, mais avec évaluation. Des fondations incroyables dans cet endroit, avait-il dit en tapotant un mur. Vous avez un vrai talent, mais vous êtes terriblement sous-exploité. Vous êtes juste assis sur des fonds propres dormants. À l'époque, j'avais pris cela pour de la vantardise arrogante. Maintenant, ces mots étaient glaçants. Il avait passé tout le dîner à sonder. Alors, tout cela est dans une fiducie, Catherine, ou juste à votre nom? Avec le genre d'actif que vous avez, vous devez vraiment vous protéger. Il avait dit cela avec un sourire concerné, comme s'il était de mon côté. J'ai vu comment Diana buvait ses paroles. Ma sœur écervelée et peu sûre d'elle marchait soudainement avec une nouvelle confiance fragile. Et ma mère pratique et prudente, était complètement enchantée. Le portefeuille de Julien est tout simplement incroyable, m'avait-elle dit avec enthousiasme dans la cuisine. Il prend si bien soin de Diana. Il lui apprend à être une femme forte et indépendante. Il ne lui apprenait pas à être indépendante. Il lui apprenait à être une prédatrice. Il m'avait identifié, moi, Catherine, comme l'obstacle. Je n'étais pas la bienfaitrice. J'étais la gardienne du seuil. Le dragon assis sur leur trésor. Son plan était évident maintenant. M'isoler. Me dépeindre comme la sœur insensible, distante, obsédée par le travail, la clown. Convaincre ma mère à la volonté faible et ma sœur crédule que j'étais l'ennemi. Que les actifs pour lesquels j'avais saigné étaient, par une logique tordue, les leurs à valoriser. Me tenir à l'écart de Noël n'était pas seulement une petite vexation. C'était le premier mouvement d'un siège. Ils testaient les défenses. Ils essayaient de voir si je partirais tout simplement. J'ai regardé à nouveau le texto de ma mère. Quel clown. Elle est vraiment venue. Ma main ne tremblait plus. Elle était parfaitement immobile. Ils avaient fait une erreur de calcul critique et fatale. Ils pensaient que j'étais une idiote émotionnelle et sentimentale qu'ils pouvaient manipuler. Ils avaient oublié que je suis une architecte.
Je ne me contente pas de construire des choses. Je comprends mieux que quiconque ce qu'il faut pour les démolir. Il était 7 heures du matin, le matin de Noël. Le blizzard était passé, laissant derrière lui un monde lumineux, silencieux et douloureusement beau. Le soleil qui brillait sur la neige fraîche devant la fenêtre de mon hôtel était vif et impitoyable. La colère et le chagrin de la nuit précédente s'étaient refroidis, se durcissant en une résolution dense et lourde. La clown avait fini de jouer. L'architecte était aux commandes. Il voulait un petit Noël. Il voulait un noyau familial. Très bien, j'allais le leur donner. Mon premier appel n'a pas été pour eux. C'était pour Sarah Jenkins, l'agente immobilière de luxe la plus agressive et la plus prospère de la ville. J'avais travaillé avec elle sur une demi-douzaine de projets de développement. C'était un requin, et en ce moment, j'avais besoin d'un requin. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Catherine, il est 7 heures du matin le jour de Noël. Est-ce que le centre communautaire est en feu? Joyeux Noël, Sarah. Dis-je, ma voix parfaitement égale. J'ai une demande inhabituelle. J'ai besoin de mettre une propriété en vente aujourd'hui. Silence. Tu plaisantes. Quelle propriété? Une délocation? Non, dis-je en regardant par la fenêtre. Ma maison de famille. Celle sur au coude. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Sarah connaissait mon histoire. Elle savait ce que cette maison signifiait. Catherine, que s'est-il passé? Ta famille. Ma famille est la raison pour laquelle je vends les jeux interrompus. Je n'avais pas le temps pour les émotions. Je veux qu'elle soit active. Je veux que l'annonce soit en ligne avant 9 heures du matin. Fixe un prix pour une vente rapide. Je veux une offre au comptant d'ici la nouvelle année. Mais, Catherine, les photos, la mise en scène. Je ne peux pas faire venir un photographe aujourd'hui. C'est impossible. Un sourire froid a touché mes lèvres. Tu n'en as pas besoin. Ma sœur est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a posté environ 2 douzaines de photos haute résolution, magnifiquement mises en scène, de la maison sur son fil Instagram public hier soir. Quoi? Elle a fait tout le travail pour toi. Notre parfait et douillet réveillon de Noël. Béni. Le sapin est décoré. La cheminée est incroyable. C'est un miracle de Noël, Sarah. Va sur son profil. Fais des captures d'écran de tout ce dont tu as besoin. Je veux ces photos sur l'annonce. Je veux qu'elles voient leur propre Noël parfait sur la page de vente. Sarah est restée silencieuse un instant et quand elle a repris la parole, sa voix était purement professionnelle. Le requin était dans l'eau. C'est diabolique. J'adore. Mais qu'en est-il de la description de l'annonce? Je vais l'écrire moi-même et te l'envoyer par courriel dans 10 minutes, ai-je dit. Indique simplement libre à la vente, clôture sous 30 jours au point. Mon appel suivant a été pour Ben Carter, mon avocat depuis 15 ans. J'ai laissé un message vocal. Ben, joyeuse fête. Désolé pour l'appel. Je mets en œuvre le plan dont nous avons discuté il y a 5 ans, la stratégie de sortie. Je vends la maison d'Oakwood. J'expulse également formellement mes occupantes, Georgia et Diana Stone. J'ai besoin que les documents officiels d'avis d'expulsion soient rédigés et livrés par un huissier à l'adresse d'Oakwood d'ici demain, le 26. Oui, je suis sérieuse. Appelle-moi quand tu auras ce message. J'avais ma stratégie de sortie parce que Ben, un homme sage et prudent, avait vu cela venir il y a 5 ans lors d'un refinancement hypothécaire. Il m'avait prévenu, ta générosité est une faiblesse, Catherine. Un jour, elles la verront non pas comme un cadeau, mais comme une dette que tu leur dois. Tu as besoin d'un plan. Enfin, je me suis assise au bureau de l'hôtel. Je n'étais pas seulement une architecte. J'étais une femme d'affaires. Je traitais avec des entrepreneurs, des commissions d'urbanisme et des promoteurs frauduleux. Julien était un amateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai dépensé 500 € pour la vérification approfondie de ses antécédents la plus complète et la plus rapide qu'un service privé puisse offrir sur un certain Julien, nom de famille inconnu, investisseur en crypto-monnaie. Puis je suis allé sur l'Instagram de Diana. Tout était là. Une galerie de sa propre trahison. Des photos d'elle, de Georgia et de Julien trinquant avec des verres de champagne.
Des photos d'eux ouvrant des cadeaux. Des cadeaux en avance sous le sapin. Une vidéo de Julien portant un toast au futur, disait-il, et à obtenir enfin ce que nous méritons. Et là, dans les commentaires de la nuit dernière, Diana Stone officielle, à notre nouveau noyau familial. L'avenir est radieux. Georgia Stone 67, si bénie d'avoir un vrai homme dans la maison. Un vrai homme, pas une clown. Compris. À 8h45, Sarah a rappelé. L'annonce est en ligne, Catherine. Les photos sont incroyablement bonnes. Elle a déjà été poussée sur le MLS. Mon téléphone va exploser. Merci, Sarah, ai-je dit. Est-ce que tu vas bien, a-t-elle demandé, la voix du requin s'adoucissant un instant. Je ne me suis jamais senti aussi bien, ai-je dit, et je le pensais. J'ai ouvert mes courriels. Le voilà, le lien vers l'annonce immobilière en ligne. C'était magnifique. La maison était splendide, toute décorée pour un Noël où elle ne voulait pas de moi. La photo principale était une que Diana avait postée. Une vue large du salon, la cheminée rugissant, l'immense sapin scintillant, et tous leurs cadeaux empilés en dessous. J'ai ouvert un nouveau texto de groupe à maman, Diana. Mes doigts étaient stables. J'ai tapé une seule phrase. Puisque vous vouliez toutes les deux un petit Noël, vous n'aurez pas besoin d'une si grande maison. J'ai collé le lien. J'ai appuyé sur envoyer. Je me suis rassise sur la chaise dure de l'hôtel et j'ai pris une gorgée lente et délibérée du terrible café du service en chambre. Le silence qui a suivi a été profond. Pendant exactement 90 secondes, le monde a retenu son souffle. Puis mon téléphone a détonné. Ce n'était pas un texto. C'était un appel de Diana. Je l'ai regardé sonner, l'écran vibrant avec colère sur le bureau. Il a sonné, sonné et sonné jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur la messagerie vocale. Immédiatement, un texto d'elle. C'est quoi ça? Appelle-moi. C'est une blague. CATHERINE. Qu'est-ce que tu as fait? Un instant plus tard, un appel de Georgia. Je l'ai regardé sonner, aussi. Messagerie vocale. Un texto de Georgia. Catherine, ce n'est pas drôle. Retire ça immédiatement. Tu nous fais peur. C'est Noël. C'est cruel. Ça, c'était cruel. Pas de conduire 4 heures dans une tempête, pas d'être renvoyé à la porte, pas le message texte. Ça, ma réponse. Je les ai laissés mijoter dans la marmite numérique dans laquelle je venais de les placer. J'ai attendu encore 5 minutes, imaginant la scène. La panique, les accusations frénétiques et criardes, la prise de conscience que leur parfait et douillet Noël venait d'être brisé. Finalement, Diana a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je l'ai posé sur le bureau. Le son qui en est sorti n'était pas une voix humaine. C'était un hurlement. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de folle? Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour, Diana, ai-je dit calmement. Je vois que tu as eu mon message. Retire-le. Retire-le tout de suite. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. Non, Diana, ai-je dit, ma voix aussi froide et plate que la neige dehors. C'est ma maison. C'est un actif. Et comme ton fiancé Julien aime tant le dire, les actifs doivent être valorisés. Je valorise simplement celui-ci en argent liquide. J'ai entendu un bruit de tâtonnement, étouffé, puis une nouvelle voix était en ligne. Julien. Sa voix n'était pas le ton suave et charmant de la fête d'anniversaire. Elle était dure, rapide et pleine d'agressivité non dissimulée. Maintenant, écoute-moi bien, Catherine. Tu as eu ta petite crise. Tu es contrariée. On a compris. C'était un malentendu. Mais ça, il a craché le mot, c'est une initiative très stupide et puérile. Tu vas retirer cette annonce tout de suite, ou tu auras des nouvelles de mon avocat. J'ai failli rire. Ton avocat? Pour quel motif, Julien? Parce que je vends ma propre propriété? Je ne crois pas. Je suis juste une propriétaire et tu es juste. Eh bien, tu n'es même pas un locataire. Tu es un invité et ton séjour est terminé. Tu ne peux pas simplement mettre ta famille à la porte le jour de Noël, a-t-il balbutié, son assurance se fissurant. C'est là que vit ta mère.
Ma mère est une occupante sans droit ni titre dans ma propriété, une propriété dans laquelle elle n'a pas payé pour vivre depuis 15 ans. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas un monstre. Je respecte la loi. L'avis officiel d'expulsion sera signifié par un huissier demain. Vous avez tout 30 jours. Je pense que c'est très généreux. J'ai entendu une plainte. Ma mère, elle avait dû attraper le téléphone. Catherine, bébé, s'il te plaît, arrête ça. Nous sommes désolés. Nous sommes si désolés. C'était une erreur. Diana ne le pensait pas. Ce texto. C'était Julien. Il faisait juste une mauvaise blague. Le mensonge était si désespéré, si pathétique. Nous t'attendrons. Les mêmes mots creux que la nuit dernière. Non, maman, ai-je dit, et ma voix était définitive. Nous avons une autre chance de parler. C'était sur le pas de la porte hier soir dans la neige. C'était la dernière chance. Catherine, s'il te plaît. L'annonce reste en ligne, ai-je dit, ma voix comme de l'acier. En fait, Sarah, mon agente, a déjà programmé la première visite. C'est pour le 27. J'apprécierais que vous nettoyiez tous le papier cadeau et fassiez les lits. Nous voulons que la maison se présente bien. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai déconnecté le téléphone, non seulement en mettant fin à l'appel, mais en coupant le son de mon côté. J'ai regardé les textos affluer, l'un après l'autre. Tu es un monstre. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Tante Cyr, oncle David, tout le monde. Tu es morte pour moi. Tu brises le cœur de ta mère. Tu le regretteras. Des droits. Le sentiment de dû était si profond, si profond. Ils s'étaient réellement convaincus qu'ils avaient un droit sur le travail de ma vie. J'ai retourné le téléphone, face contre le bureau. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé, elle avait été inversée. La clown venait de prendre le contrôle du cirque. J'ai commandé une autre cafetière. L'adrénaline chantait dans mes veines. J'étais enfin, après 15 ans, complètement éveillé. Le reste du jour de Noël fut un blizzard de désespoir numérique de leur part et une série de coups d'échec calmes et méthodiques de la mienne. Pendant qu'ils s'acharnaient à faire exploser mon téléphone de menaces et de supplications, je m'occupais de monter mon dossier. Les textos de Diana et Georgia étaient de la panique pure et non filtrée. Diana fait une crise d'angoisse. C'est ta faute. Comment peux-tu être si sans cœur après tout ce que nous avons fait pour toi? Julien se renseigne sur tes finances. Il dit que tu es clairement instable et en pleine dépression. Il dit que nous pouvons obtenir une procuration. Ce dernier, c'était la vraie menace. C'est de ça qu'il s'agissait depuis le début. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Il s'agissait de tout. Mon cabinet, mes investissements, mon portefeuille. Julien n'était pas seulement un parasite. C'était un prédateur. Et il essayait de me faire déclarer incompétente pour pouvoir mettre la main sur tout l'empire. Mais je ne restais pas les bras croisés. La vérification approfondie des antécédents de Julien est arrivée dans ma boîte de réception à 16 heures. J'ai ouvert le PDF et mon sang s'est glacé. Julien était bien Julien Vance, 41 ans, de Sarasota, en Floride. Il n'était pas un investisseur en crypto-monnaie. C'était un escroc. Le rapport était explosif. Non pas 2, mais 3 poursuites civiles antérieures pour fraude, tout émanant de femmes dans des situations similaires, des femmes avec des actifs, souvent des maisons familiales. Il s'introduisait par le charme, les isolait de leur famille et les convainquait d'investir leurs fonds propres dans l'un de ces fonds. Le fonds, bien sûr, disparaissait en même temps que Julien. Il n'était pas seulement un mauvais fiancé. Il était un professionnel. C'était toute sa carrière. Ma famille n'était pas la première. Je n'ai pas hésité. Je n'étais pas seulement une architecte. J'étais une femme d'affaires. Je savais quoi faire. J'ai passé l'heure suivante au téléphone avec mon avocat, Ben. Ben, dis-je, ce n'est plus une affaire civile. C'est criminel. Je lui ai transféré le rapport complet. Ben, habituellement si calme, était audiblement furieux. Il est fini, a dit Ben. Mais je savais qu'ils ne resteraient pas où ils étaient. Le désespoir se transformerait en agression. Ils ne se contenteraient pas de texter. Ils viendraient.
À 18h30, le soir de Noël, les coups ont commencé. Ce n'était pas un toc-toc. C'étaient des coups sourds, faisant vibrer les murs fins de la chambre d'hôtel. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Georgia, pâle et en larmes. Diana, son visage un masque de plaques rouges de fureur. Et Julian, debout derrière elle, son bras sur l'épaule de Diana, lui chuchotant à l'oreille. J'ai ouvert la porte. Vous devez partir, ai-je dit, bloquant l'entrée. Tu ne peux pas nous faire ça, a hurlé Diana, essayant de me bousculer. J'ai tenu bon. Catherine, arrête cette folie, a plaidé Georgia. Tu déchires cette famille. Cette famille a été déchirée, ai-je dit, la voix basse, quand vous avez décidé que je n'en faisais plus partie. C'est Julian qui s'est avancé, son charme disparu, son visage un masque de condescendance froide. Ça suffit, a-t-il dit, comme s'il parlait à un enfant. Il l'a dit. Il l'a vraiment dit à voix haute. Il voulait que je cède la maison. Diana a hoché la tête comme si c'était la demande la plus raisonnable du monde. Il a raison, Catherine. Tu as eu la maison assez longtemps. C'est mon tour. C'est mon héritage. Ma mère, Georgia, a hésité. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle a regardé Julian, puis Diana, puis moi. Catherine a-t-elle chuchoté. Peut-être que nous pourrions la partager. Tu pourrais la mettre à nos 3 noms. Le charme n'était pas seulement puissant. Il était absolu. Elles avaient complètement perdu le contact avec la réalité. J'ai regardé Julian. Instable, n'est-ce pas? C'est ce que tu leur as dit. Que je faisais une dépression et que tu avais besoin d'une procuration. Le visage de Julian est devenu blême. Quoi? De quoi parle-t-elle, Juju, a demandé Diana, sa voix soudainement faible. Je parle, ai-je dit, sortant mon téléphone de ma poche, de la vérification des antécédents que j'ai faite sur toi, Julian, ou devrais-je dire Julian Vance de Sarasota, Floride. J'ai brandi le téléphone, le résumé PDF des allégations de fraude bien visible à l'écran. Je parle des 3 autres femmes que tu as conseillées, celles qui avaient aussi des maisons familiales, celles qui ont investi avec toi et tout perdu. Je me suis tourné vers ma sœur. Ce n'est pas un investisseur en crypto-monnaie, Diana. C'est un prédateur. Et tu n'étais pas sa partenaire. Tu étais sa cible. Et puis vers ma mère. Et toi, maman. Tu n'étais pas son allié. Tu étais sa garantie. Il allait nous dépouiller toutes, en commençant par moi. Et il se servait de vous pour le faire. La vérité a frappé le couloir avec la force d'un coup physique. Diana a regardé Julian, son visage une toile de compréhension naissante et horrifiée. Julian, est-ce que c'est vrai? Il a paniqué. Ses yeux ont dardé de moi à Diana, puis à la porte fermée de l'ascenseur. Il a vu sa sortie. Ce sont des mensonges, a-t-il sifflé. Elle est jalouse. Elle essaie de nous diviser. Diana, bébé, c'est juste une vieille femme triste et seule qui ne supporte pas de te voir heureuse. Ce fut le moment. L'insulte, sa cruauté pure et venimeuse. Ma mère, Georgia, qui avait été faible et en larmes, a soudainement trouvé une colonne vertébrale que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Elle a regardé l'homme qui l'avait charmé, et elle l'a vu pour ce qu'il était. Sors, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant d'une nouvelle rage glaciale. Maman, quoi, a commencé Diana. Sors, a rugi Georgia, pointant un doigt tremblant vers Julian. Éloigne-toi de lui, ma fille, maintenant. Julian, pour la première fois, a semblé vraiment acculé. Son masque de charme ne s'est pas seulement fissuré, il s'est désintégré. Il a vu tout son plan, son héritage, tout cela, partir en fumée. Très bien, a-t-il craché, sa voix un grognement bas. Il a attrapé durement le bras de Diana. Allons-y, Diana. Nous n'avons pas à écouter ça. Elle est folle. Elles sont toutes les deux folles. Nous irons à mon appartement. Non, a glapi Diana, essayant de libérer son bras. La confrontation débordait du couloir, attirant l'attention d'un homme qui sortait de l'ascenseur. Le hall de l'hôtel, un étage plus bas, était visible à travers l'atrium. C'était un espace semi-public, et nous étions l'événement principal. Catherine les a suivis alors qu'ils titubaient vers les ascenseurs.
La sécurité de l'hôtel, un grand homme en costume sobre, montait déjà les escaliers, alerté par les cris. Elle n'est pas folle, Julian, ai-je dit, ma voix, pas forte, mais nette et claire, tranchant à travers tout l'atrium. Elle est juste architecte, et elle a fait ses vérifications nécessaires. J'ai brandi mon téléphone, non pas pour lui, mais pour ma sœur. Voici Julian Vance. Il est recherché pour interrogatoire dans 2 États pour fraude à l'investissement. Il ne va pas dans un appartement, Diana. Il n'en a pas. Il a vécu à tes crochets dans ma maison. Julian s'est jeté en avant. Pas sur moi, mais sur le téléphone. Donne-moi ça. L'agent de sécurité de l'hôtel a été plus rapide. Monsieur, a-t-il dit, posant une main massive sur la poitrine de Julian. Vous devez partir maintenant. C'était l'humiliation finale et dévastatrice, être maîtrisé par la sécurité de l'hôtel devant les femmes qu'il avait tenté d'escroquer. Sa rage était volcanique. Il a regardé Diana, son visage tordu par un masque de haine pure et sans mélange. Il ne regardait plus sa fiancée. Il regardait un investissement raté. « Tu es une idiote » lui a-t-il crié, sa voix résonnant dans le hall. « Tu n'es rien. Tu es une influenceuse vieillissante et finie, sans talent et sans argent. Tu reviendras en rampant vers moi. Tu m'entends? Tu me supplieras. » Diana était figée, des larmes coulant sur son visage. Elle regardait l'homme qu'elle pensait aimer, l'homme qui l'avait appelée sa reine, l'homme qui lui avait promis leur avenir, et elle voyait enfin le monstre que je voyais. « Julian, tu m'as dit qu'elle était l'ennemi, a murmuré Diana, horrifiée. Tu m'as dit qu'elle essayait de voler mon héritage. Quel héritage, Diana, ai-je dit en m'avançant. Julian, pris dans l'étreinte du garde, ne faisait que fulminer. Et puis Diana a fait quelque chose qui m'a surprise. Son visage, qui avait été faible et confus, s'est durci. Elle a regardé l'homme qui venait de l'éviscérer. D'une main tremblante, elle a levé la main et a retiré la bague de fiançailles tapa à accent grave l'œil et surdimensionné qu'il lui avait donné. Une bague dont je réalisais maintenant qu'elle était presque certainement une fausse bon marché. Elle l'a brandie. « Tu as raison sur une chose » a-t-elle dit, sa voix épaisse de larmes et de rage. « Je suis une idiote. » Elle a jeté la bague. Elle a ricoché sur le sol en marbre et a disparu sous une plante en pot. « Va-t'en » a-t-elle chuchoté. « Vous le regretterez » a-t-il hurlé alors que l'agent de sécurité commençait à le traîner physiquement vers la sortie de secours. « Vous le regretterez toutes les deux. Vous n'êtes rien. » Le garde l'a poussée par la porte et celle-ci s'est refermée, plongeant le couloir dans un silence choqué et retentissant. C'était fini. Diana a glissé le long du mur, ses jambes s'aidant sous elle, et s'est effondrée sur le sol moquetté. Elle a enfoui son visage dans ses mains, et ses sanglots n'étaient pas les pleurs capricieux d'une enfant gâtée, mais les sons angoissants et gutturaux de quelqu'un dont le monde entier avait été un mensonge. Georgia, ma mère, était à côté d'elle, pâle et tremblante, sa main sur le dos de Diana. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une combinaison terrifiante de honte, de gratitude et de désolation totale. Je suis resté là, mon téléphone toujours à la main. La bataille était terminée. L'escroc était parti, mais la guerre, je l'ai réalisé, ne faisait que commencer. Je n'ai pas laissé Julian s'éclipser dans la nuit. Alors que Diana et Georgia étaient assises en un tas stupéfait et pleurant sur le sol de l'hôtel, j'ai passé un dernier appel. J'ai rappelé Ben, mon avocat. Il a été expulsé de l'hôtel, Ben, ai-je dit. Il y a un risque de fuite. Je veux qu'il soit arrêté. Cette vérification des antécédents est plus que suffisante pour que la police locale le retienne pour interrogatoire au nom du département de police de Sarasota. Je veux qu'il soit arrêté. La justice ne consistait pas seulement à le dénoncer à ma famille. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait pas faire cela à une autre famille. Ben a accepté. Il a passé les appels. J'apprendrai plus tard que Julian Vance a été arrêté 2 heures plus tard à la gare routière, essayant d'acheter un billet aller simple pour le Nevada. Sa fortune en crypto-monnaie était apparemment inexistante. Ceci fait, j'ai enfin tourné toute mon attention vers les 2 femmes blotties près de l'ascenseur. L'adrénaline avait disparu, laissant derrière elle un vide immense et froid. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai laissé la porte ouverte. « Levez-vous » ai-je dit, sans méchanceté. Vous ne pouvez pas rester dans le couloir. Comme 2 enfants obéissantes et terrifiées, elles m'ont suivi à l'intérieur.
Elles se sont assises sur le bord du lit, celui encore couvert des cadeaux coûteux que je leur avais apportés. La vue de la boîte de l'appareil photo a fait tressaillir Diana et la faire pleurer plus fort. Il y a eu un long et terrible silence. Georgia a été la première à parler. Sa voix était un râle sec. Catherine, je ne sais pas quoi dire. Ce texto? Clown? C'était Julien. Il était quoi, maman, ai-je demandé, ma voix neutre. Je me suis assise sur la chaise de bureau en face d'elle. Une juge, une PDG, pas une fille. Te tenait-il la main pendant que tu le tapais? Te chuchotait-il à l'oreille? Il t'a peut-être donné les mots, mais c'est toi qui as appuyé sur envoyer. C'est toi qui l'as pensé. C'est toi qui es resté là pendant que Diana me claquait la porte au nez. Je a-t-elle balbutié, de nouvelles larmes montant. Diana, pour sa part, ne pouvait même pas parler. Oui, ai-je dit, en accord avec elle deux. Tu as été une lâche, maman. Et Diana, tu as été stupide. Vous avez été avide et vous avez été cruelle, toutes les deux. Le sourire suffisant, ai-je dit, regardant directement ma sœur, c'était entièrement toi. Julien ne t'a pas appris ça. Elles ont toutes les deux baissé les yeux, acceptant le verdict. Alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? A chuchoté Georgia. Tu vas retirer l'annonce maintenant qu'il est parti? J'ai pris une longue et profonde respiration. Non. Leurs têtes se sont relevées d'un coup, leurs yeux écarquillés d'une horreur paniquée identique. Quoi? A haleté Diana. Mais il est parti. Nous sommes désolés. Nous savons. Il était le symptôme, ai-je dit en me levant. Vous deux êtes la maladie. Le ressentiment, le sentiment de dû, la conviction que le travail de ma vie est votre compte en banque personnelle. C'est ça le problème. Julien l'a juste instrumentalisé. Je me suis approché de la fenêtre. La ville enneigée était immaculée. L'annonce est toujours active, ai-je dit. La vente se poursuit. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Catherine, non, a hurlé ma mère en se levant d'un bond du lit. S'il te plaît, c'est Noël. Où irons-nous? Nous n'avons rien. Vous irez, ai-je dit en me tournant pour lui faire face, en thérapie. C'est le seul endroit où vous allez. Elles m'ont regardé, confuse. Voici l'accord, ai-je dit, énonçant la loi. La vente de la maison est suspendue, pas annulée. Suspendue. Vous avez 30 jours. Dans ces 30 jours, deux choses se produiront. 1. Vous commencerez toutes les deux individuellement une thérapie intensive avec un psychologue financier pour traiter vos problèmes de dépendance et de sentiment de dû. 2. Nous commencerons tous ensemble une thérapie familiale. Vous me prouverez par des actes, pas par des larmes, que vous essayez sincèrement de réparer ce qui est brisé dans cette famille. Vous trouverez un moyen de contribuer. Diana, tu trouveras un travail, un vrai. Maman, tu prendras en charge les finances de la maison, et tu me présenteras un budget. Tu apprendras ce que les choses coûtent. Si je vois le moindre retour en arrière, si je sens une seule seconde que vous jouez le jeu juste pour garder la maison, je lèverai la suspension de la vente et vous serez dehors. Suis-je clair? Elles ont hoché la tête, sans voix, non pas avec soulagement, mais avec la compréhension froide et dure que leur vie venait, en un instant, de changer pour toujours. La belle vie était terminée. Je rentre chez moi, ai-je dit, attrapant mon manteau et mes clés. Mon vrai chez moi, mon appartement en ville. J'attends un appel d'un thérapeute avec une confirmation de rendez-vous d'ici lundi. Je suis sorti de la chambre, les laissant là avec les cadeaux, la honte et les conséquences. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai quitté l'hôtel. L'air extérieur était glacial et pur. Le soleil brillait. Le trajet du retour s'est fait sur des routes dégagées et salées. La tempête était passée. J'ai allumé la radio et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je ne me sentais ni en colère, ni triste, ni accablé. Je me sentais légère. J'avais perdu le fantasme d'une famille auquel je m'étais accroché pendant 15 ans. Mais je m'étais enfin et complètement réapproprié.